La mort n'est pas une fin, par Agatha Christie. Deuxième partie du livre audio. Chapitre 4. Troisième mois de l'inondation. 15e jour. Imhotep écoutait les explications de Sobek, justifiant la vente du bois d'œuvre, dans un silence de mauvais augure. Son visage était devenu écarlate et une petite veine battait à sa tempe. La belle assurance de Sobek commençait à fondre. S'il avait bien eu l'intention de démontrer que l'affaire avait été menée de main de maître, le simple fait de voir s'assombrir le visage de son père le fit se mettre à bafouiller. N'y tenant plus, Imhotep l'interrompit soudain. « Mais oui. Tu pensais en savoir plus long que moi et tu n'as pas suivi mes instructions. C'est toujours la même chose. Il suffit que j'aie le dos tourné pour que tout parte en quenouille. Que deviendriez-vous sans moi ? Je préfère ne pas y songer. » C'était l'occasion ou jamais de réussir un bien plus gros bénéfice, s'insurgea Sobek, têtu. J'ai pris mes risques. On ne peut pas toujours chipoter, toujours se montrer prudent. Pour ça, la prudence n'est pas ton fort, Sobek. Tu agis sans réfléchir. Tu fonces tête baissée. Et tu donnes à chaque fois dans le panneau. M'as-tu jamais offert l'occasion d'agir comme je l'entends ? C'est ce que tu as fait, cette fois, répliqua sèchement Imhotep, en dépit des ordres impératifs que j'avais donnés. Tes ordres ? Faudra-t-il donc toujours que j'obéisse à tes ordres ? Tu oublies que je suis un homme ? Perdant tout contrôle, Imhotep explosa. Qui te nourrit ? Qui t'habille ? Qui pense à ton avenir ? Qui se préoccupe jour après jour de ton confort ? De votre confort à tous ? Quand le niveau du fleuve était au plus bas et que la famine menaçait, ne me suis-je pas arrangé pour vous faire acheminer des vivres du nord ? Vous avez beaucoup de chance d'avoir un père tel que moi, qui pense à tout. Et qu'est-ce que je demande en retour ? Seulement que vous travailliez, que vous fassiez de votre mieux et que vous obéissiez aux ordres que je vous fais parvenir. C'est ça, hurla Sobek. Nous sommes tout juste bons à travailler pour toi comme des esclaves. Pour que tu puisses offrir de l'or et des bijoux à ta concubine. Fou de rage, Imhotep fit un pas vers lui. Fils insolent, parlez sur ce ton à son père. Prends garde, je peux te chasser de cette maison et tu iras voir ailleurs si... Prends garde toi-même, sinon c'est moi qui partirai. J'ai des idées, figure-toi, de très bonnes idées même, et qui pourraient rapporter gros si je n'étais pas ligoté par ta prudence mesquine et si je pouvais agir à ma guise. C'est tout ce que tu as à me dire. Le ton d'Imhotep s'était fait menaçant. Sobek, un peu démonté, bougonna encore. Oui, c'est tout. Du moins pour le moment. Alors, va t'occuper du troupeau. Ce n'est pas le moment de paresser. Furieux, Sobek tourna les talons. Non loin de là se trouvait Nofret, et quand il passa devant elle, elle se mit à rire en lui lançant un regard oblique. Le sang monta au visage de Sobek. Il esquissa un mouvement vers elle. Immobile, elle le toisa avec mépris à travers ses paupières mi-closes. Sobek grommela quelques mots indistincts et passa son chemin. Nofret rit de nouveau, puis s'approcha nonchalamment d'Imhotep, qui, cette fois, s'en prenait à Yamoz. « Qu'est-ce qui t'a pris de laisser Sobek se conduire ainsi comme un imbécile ?» grondait-il. « Tu aurais dû prévoir ce qui arriverait. Tu ne sais pas encore qu'il n'a pas une once de bon sens quand il s'agit de vendre ou d'acheter. Il croit toujours que les choses vont se passer comme il le souhaite. »« Tu ne vois pas combien c'est difficile, père, » protesta Yamoz, confus. « Tu m'avais dit de faire confiance à Sobek pour la vente du bois d'œuvre. J'étais bien obligé de le laisser agir à sa guise. »« À sa guise ? Il n'a pas à agir à sa guise. Il doit suivre à la lettre mes instructions. Et quant à toi, tu dois veiller à ce qu'il s'y conforme. » Yamoz rougit. « Moi ? Et quelle autorité ai-je pour cela, moi ? » ?»« Quelle autorité ? Mais celle que je te confère, mon fils. »
Tu sais bien que je n'ai aucun titre qui me permette de l'exercer. Si j'étais légalement ton associé… » Il s'interrompit en voyant approcher Nofrette. Elle faisait tourner un coquelicot entre ses doigts. « Tu viens avec moi dans le pavillon au bord du bassin, Imhotep. Il y fait frais et une corbeille de fruits t'y attend, avec de la bière de Kéda. Tu dois avoir fini de donner tes ordres à présent. » « 1 minute, Nofrette. Juste 1 minute. » Nofrette baissa langoureusement la voix pour insister. « Non, tout de suite. Je veux que tu viennes tout de suite. » Imhotep parut à la fois ravi et un peu embarrassé. Yamose enchaîna rapidement sans laisser à son père le temps de répondre. « Finissons-en d'abord, c'est important. Je voudrais te demander de… » Nofrette fit face à Yamose, mais s'adressa directement à Imhotep. « Tu ne peux donc pas faire ce que tu veux dans ta propre maison ? » « Une autre fois, mon fils, » lança sèchement Imhotep à Yamose. « Une autre fois. » Et il s'en fut avec Nofrette, plantant là Yamose, qui les regarda s'éloigner. Sortant de la maison, Satipi vint le rejoindre. « Eh bien, demanda-t-elle, tu lui as parlé ? Qu'est-ce qu'il a dit ? » « Ne sois pas si impatiente, soupira Yamose. Ce n'était pas le bon moment. »« Et voilà, je m'y attendais, s'emporta Sapiti, furieuse. C'est toujours la même chanson. La vérité, c'est que tu as peur de ton père. Tu es comme un mouton. Devant lui, tu bêles, tu es incapable de te conduire comme un homme. Tu ne te souviens donc pas de ce que tu m'as promis hier ? Je me tue à te le répéter. De nous deux, l'homme, ce n'est pas toi. C'est moi. Tu m'avais juré tes grands dieux, tu m'avais dit « j'en parlerai à mon père », sans attendre, le premier jour. Et voilà comment ça se passe. Satipi s'interrompit. Non qu'elle en ait terminé, mais elle avait besoin de reprendre haleine. Yamose en profita pour glisser mollement. « Tu te trompes, Satipi. Je commençais juste à lui parler, mais nous avons été interrompus et… »« Interrompus ? Par qui ? » ?»« Par Nofrette. »« Nofrette, cette femme. Ton père n'a pas à laisser sa concubine l'interrompre quand il parle affaires avec son fils aîné. Les femmes ne devraient pas se mêler de ces choses-là. » Sans doute Yamose devait-il souhaiter que Satipi fasse sienne la maxime qu'elle énonçait avec tant d'autorité. Mais il n'eut pas le temps d'exprimer sa pensée, car son épouse enchaîna. « Ton père aurait dû mettre les choses au point tout de suite avec elle. »« Mon père, » fit observer Yamose, un brin ironique, n'avait pas du tout l'air de lui en vouloir. « Quelle honte !» clama Satipi. « Elle a complètement embobiné ton père. Il la laisse dire et faire tout ce qu'elle veut. »« Elle est très belle, » fit Yamose rêveur. « Bah, admettons qu'elle ne soit pas trop mal, » ricana Satipi. « Mais quelle manière ! Quelle absence d'éducation ! Elle est avec nous d'une grossièreté. » « Peut-être toi-même n'es-tu pas des plus agréables avec elle ? » ?»« Moi ? Je suis la politesse même. Kate et moi la traitons avec la plus exquise courtoisie. Oh, pour ça, elle n'aura aucune raison d'aller pleurer dans le giron de ton père. Kate et moi, nous saurons attendre notre heure. » Yamose la foudroya du regard. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous saurons attendre notre heure. » Satipi reprit le chemin de la maison avec un rire qui en disait long. « Parole de femme !» lança-t-elle par-dessus son épaule. « Tu ne peux pas comprendre. Nous avons nos méthodes et nos armes bien à nous. Nofrette ne serait pas mal avisée de modérer son insolence. Après tout, où se passe la vie d'une femme ? Dans les pièces de derrière, dans les chambres du fond, avec les autres femmes. » Le ton de Satipi était lourd de sous-entendu. « Ton père ne sera pas toujours ici, » ajouta-t-elle. « Il finira bien par retourner dans ses propriétés du Nord, et alors, qui vivra, verra. »« Satipi !» Mais Satipi éclata à nouveau de rire, un rire dur et haut perché, puis disparut dans les profondeurs de la maison. Les enfants jouaient à se courir après, au bord du bassin. Il y avait là ceux de Yamose, 2 beaux garçons fins et élancés qui ressemblaient plus à Satipi qu'à leur père.
Et puis les 3 enfants de Sobek. Le dernier-né n'était encore qu'un bébé qui marchait à peine. Et enfin, Téti, jolie fillette de 4 ans au visage grave. Tous jouaient, criaient, lançaient des balles. Parfois aussi, une dispute éclatait et, avec elle, des hurlements de colère. Imhotep, qui sirotait sa bière aux côtés de Nofret, bougonna. « Les enfants adorent jouer au bord de l'eau. » Il en a toujours été ainsi, je me souviens. Mais par Hathor, quel raffut !»« Ça, c'est vrai, » s'empressa de renchérir Nofret. « Alors qu'on pourrait être si tranquille, pourquoi ne leur dis-tu pas d'aller jouer ailleurs quand tu es ici ? Après tout, si le maître de maison veut se reposer, on doit respecter sa volonté, tu ne trouves pas ? » Eh bien, Imhotep hésitait. Et l'idée était nouvelle, mais pas déplaisante. « En fait, je n'y faisais pas vraiment attention, » protesta-t-il pour la forme. Et il ajouta mollement, « Ils ont l'habitude de jouer ici quand ils en ont envie. » « Quand tu n'es pas là, d'accord, » insista Nofret. « Mais à mon avis, Imhotep, quand on pense à tout ce que tu fais pour eux, ils devraient montrer un peu plus de considération pour ta dignité, pour ton importance. Tu es trop gentil, tu laisses faire. »« Oui, ça a toujours été mon point faible, » soupira Imhotep. « Je n'ai jamais attaché d'importance à l'étiquette. »« Et du coup, toutes ces femmes, je veux dire tes belles filles, en profitent. Quand tu es ici pour te reposer, la règle devrait imposer le silence et le calme. Tiens, je vais aller dire à Kate d'emmener ses enfants, et les autres aussi. Comme cela, tu auras la paix et tu pourras savourer le plaisir d'être ici. » « Tu penses à tout, Nofret. Tu es merveilleuse. Tu te préoccupes de mon confort, toi, au moins. »« Ton bien-être est le mien, » roucoula Nofret. Elle se leva et s'approcha de Kate, agenouillée au bord de l'eau et qui jouait avec un petit bateau que son second fils, garçonnet manifestement assez gâté, essayait de faire flotter. « Peux-tu emmener les enfants, s'il te plaît, Kate ?» lança Nofret sans autre précaution oratoire. Kate la regarda sans comprendre. « Les emmener ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ils jouent toujours ici. »« Pas aujourd'hui. Imhotep veut avoir la paix. Tes enfants font trop de bruit. » Le gros visage placide de Kate s'enflamma. « Tu devrais faire attention à ce que tu dis, Nofret. Imhotep aime voir ses petits-enfants jouer ici. C'est lui-même qui l'a dit. »« Pas aujourd'hui, » répéta Nofret. « Il m'a envoyé t'intimer l'ordre d'emmener cette bande de petits braillards dans la maison, de façon qu'ils puissent se reposer tranquillement, avec moi. »« Avec toi, il peut bien... » Kate se mordit les lèvres et ravala la fin de sa phrase. Elle se leva et marcha d'un pas décidé vers Imhotep, étendu sur ses coussins. Nofret la suivit. « Ta concubine me dit qu'il faut que j'emmène les enfants ?» attaqua Kate, peu soucieuse de s'embarrasser de circonlocution. « Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal ? Pour quelle raison devrait-on les chasser ? » « Je pensais qu'il suffisait que le maître de maison exprime un désir pour être obéi, » susurra Nofret. « Parfaitement, » maugréa Imhotep. « Pourquoi devrais-je donner des raisons ? À qui appartient cette maison ? » « C'est elle qui ne veut pas les voir, hein ?» gronda Kate en toisant Nofret. « Nofret se préoccupe de mon confort et de mon bon plaisir, » répliqua Imhotep. « Personne d'autre sous ce toit ne s'y intéresse, sauf peut-être cette pauvre Énette. »« Donc, les enfants ne peuvent plus jouer ici ?»« Pas quand je viens là pour me reposer. » La colère de Kate éclata brusquement. « Pourquoi laisses-tu cette femme te monter contre les enfants de ton propre sang ? Faut-il vraiment qu'elle se mêle de tout dans cette maison ? Qu'elle trouve à redire à tout ce qui a été fait jusqu'ici ?» Imhotep haussa soudain le ton à son tour, comme pressé par le besoin de se justifier. « C'est moi qui décide de ce qui doit être fait ici, pas vous. Vous êtes tous d'accord pour agir à votre guise, pour arranger les choses comme il vous plaît. Et quand moi, le maître de cette maison, je rentre chez moi, personne ne se soucie de savoir de quoi j'ai envie. Mais c'est moi le maître, ici. Je te le rappelle au cas où tu l'aurais oublié. Je consacre tout mon temps à faire des projets et à travailler pour votre confort. Quelqu'un m'en est-il seulement reconnaissant ? Quelqu'un respecte-t-il mes désirs ?
Non. D'abord, c'est Sobek qui est insolent et qui me manque de respect. Et maintenant, c'est toi, Kate, qui veux m'intimider. Pourquoi est-ce toujours moi qui dois tout supporter? Faites attention, sinon, je pourrais bien cesser de vous entretenir. Sobek menace de partir. Eh bien, qu'il parte! Et qu'il vous emmène, vos enfants et toi. Kate demeura un instant pétrifiée. Son gros visage placide semblait privé d'expression. Puis elle capitula d'un ton qui ne laissait pas transparaître la plus infime émotion. « Je vais faire entrer les enfants à la maison. » Elle fit un pas, puis deux, et s'arrêta devant Nofrette. « Tout ça, c'est ton œuvre, Nofrette, » maugréa-t-elle dans un souffle. « Je ne l'oublierai pas. Oh non, sois sans crainte. Je ne l'oublierai pas. » Chapitre 5. 4e mois de l'inondation, 5e jour. Imhotep poussa un soupir de satisfaction après l'exécution du rituel qu'il conduisait au titre de prêtre de la maison des morts. Il l'observait avec un soin méticuleux car il était infiniment respectueux de la tradition. Il avait rempli les coupes, brûlé l'encens et fait les traditionnelles offrandes de nourriture et de boissons. Ensuite, rejoignant Ori qui l'attendait dans la fraîcheur de la chambre creusée à même le roc près du tombeau, Imhotep redevint le propriétaire terrien et le commerçant avisé. Les deux hommes se mirent à parler affaires. Cours des denrées, bénéfices qu'on pourrait tirer des céréales, des troupeaux et du bois d'œuvre. Au bout d'une demi-heure, satisfait, Imhotep hocha la tête. « Tu as un grand sens des affaires, Ori. » Ce dernier sourit. « Comment pourrait-il en aller autrement, Imhotep ? Je m'occupe des tiennes depuis de nombreuses années, maintenant. Et l'on peut se fier à toi. À présent, j'ai un problème d'un tout autre ordre à discuter avec toi. Cela concerne Hippie. Il se plaint de ne jouer aucun rôle dans le domaine. Il est encore très jeune. Oui, mais il semble avoir de grandes capacités. Il trouve ses frères injustes. Sobek se serait montré désagréable et autoritaire avec lui, et il est exaspéré par la prudence et le côté timoré de Yamoz. Hippie a du caractère. Il n'aime pas recevoir d'ordre. Moi, son père, je suis le seul à ses yeux qui ait le droit de lui en donner. C'est vrai, approuva Ori, mais j'ai par ailleurs remarqué un point faible dans l'organisation du domaine. Puis-je te parler librement? Je t'écoute, mon bon Ori. Tes propos sont toujours réfléchis et pleins de bon sens. Eh bien, voici. Quand tu t'absentes, Imhotep, quelqu'un ici devrait être détenteur d'une autorité réelle. C'est à Yamoz et à toi que je confie mes affaires. Et nous agissons selon ta volonté en ton absence. Mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi ne désignes-tu pas un de tes fils comme ton associé, avec un contrat en bonne et due forme? Les sourcils froncés, Imhotep se mit à faire les 100 pas. Auquel de mes fils songes-tu? Sobek a l'autorité nécessaire, mais c'est un insubordonné, un rebelle, à qui je ne peux pas faire confiance, sans compter qu'il a mauvais caractère. Je pensais à Yamoz. C'est ton fils aîné, il est bon, affectueux, et il t'est tout dévoué. Oui, il a bon caractère, mais il est trop timide, trop hésitant. Il se laisse mener par le bout du nez. Ah, si seulement Hippie était un peu plus âgé. Donner le pouvoir à un homme trop jeune est toujours dangereux, se dépêcha de faire observer Ori. C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, Ori, je vais réfléchir à ce que tu m'as dit. Yamoz est un bon fils, un fils obéissant. Sans se départir de sa déférence, Ori s'empressa néanmoins d'approuver. Je crois que ce serait une sage décision. Qu'as-tu en tête, Ori? Voulut savoir Imhotep. Je viens de dire à l'instant qu'il est dangereux de donner le pouvoir à un homme trop jeune, répondit lentement Ori. Mais il est tout aussi dangereux de le donner trop tard. Tu veux dire que Yamoz a trop pris l'habitude d'exécuter mes ordres au lieu d'en donner? Ma foi, il y a du vrai là-dedans. Il soupira. Ah, gouverner une famille n'est pas une sinécure. Les femmes, surtout, sont d'un maniement mal commode. Satipi a un tempérament de mégère et Kate passe son temps à bouder.
Mais je les ai prévenus. Nofrette doit être traitée avec les égards qui lui sont dus. Il me semble que j'ai le droit d'exiger que... » Il s'interrompit. Un esclave grimpait en courant l'étroit sentier. « Qu'y a-t-il » ?»« Maître, un bateau vient d'accoster. Un scribe qui dit s'appeler Kaméni t'apporte un message de Memphis. » Imhotep bondit sur ses pieds. « Encore des ennuis » s'exclama-t-il. « Aussi sûr que Ré vogue dans les cieux, de nouveaux ennuis se préparent. Si je ne suis pas tout le temps sur la brèche pour veiller au grain, tout va de travers. » Il dévala le sentier en faisant trembler la terre sous ses pas, et Ori le suivit des yeux sans bouger. Tout, dans son visage, trahissait l'inquiétude. Renisambe errait depuis un moment sans but sur la rive du Nil, quand elle entendit soudain du tapage et vit des gens se précipiter vers le débarcadère. Elle courut les rejoindre. Debout dans un bateau, un jeune homme dirigeait l'accostage et, lorsqu'elle vit sa silhouette se profiler à contre-jour, Renisambe eut un coup au cœur. Une idée folle lui traversa l'esprit. « C'est Quai, pensa-t-elle, Quai, qui revient du monde souterrain. » Puis elle rit d'elle-même et de son imagination superstitieuse. Pour elle, Quai naviguait toujours sur le Nil et, à la vue de ce jeune homme qui avait à peu près la stature de Quai, son esprit s'était enflammé. Mais celui-là était plus jeune que Quai. Doté d'une grâce tout à la fois élégante et souple, il avait un visage gai, rieur. Il venait, leur expliqua-t-il à tous, du domaine que possédait Imhotep dans le nord. Il était scribe et se nommait Kaméni. Un esclave fut dépêché pour prévenir Imhotep et Kaméni fut conduit à la maison où on lui servit à manger et à boire. Puis Imhotep arriva et une conversation animée s'engagea entre les deux hommes. Grâce à Hénet, habituelle pourvoyeuse de nouvelles, le bruit filtra jusqu'aux chambres des femmes. Renisambe se demandait parfois comment la vieille femme parvenait à être au courant de tout. D'après ce qu'elle comprit, Kaméni, jeune scribe au service d'Imhotep, dont il était d'ailleurs petit cousin, avait découvert des opérations frauduleuses et des falsifications comptables. L'affaire semblant en outre avoir de nombreuses ramifications et mettre en cause les régisseurs mêmes du domaine, il avait jugé préférable de se rendre en personne dans le sud pour faire son rapport à Imhotep. Tout cela n'intéressait guère Renisambe. Un bon point cependant pour Kaméni, qui avait eu le flair de lever un tel lièvre. Imhotep serait content de lui. Le résultat immédiat de l'affaire fut qu'Imhotep commença aussitôt ses préparatifs de départ. Il n'était pas dans ses intentions de partir avant 2 mois, mais, vu les circonstances, plus tôt il serait là-bas et mieux cela vaudrait. Toute la maisonnée fut convoquée, d'innombrables exhortations et recommandations furent prodiguées. Il fallait faire ceci, il fallait faire cela. Yamose était sommé de ne faire telle ou telle chose sous aucun prétexte. Sobek, quant à lui, devrait observer la plus grande prudence en ce qui concernait... Tout, pensa Renisambe, se déroulait comme d'habitude. Yamose écoutait avec attention. Sobek grognonnait dans son coin et Ori, égal à lui-même, se montrait calme et efficace. Seules les remarques et les sollicitations d'Hippi furent écartées avec une note d'agacement nouvelle. « Tu es trop jeune pour que je te confie une responsabilité. Obéis à Yamose. Il sait ce que je veux, il a reçu mes instructions. »« Je te fais confiance, Yamose, » ajouta-t-il, une main posée sur l'épaule de son fils aîné. « Quand je reviendrai, nous reparlerons de cette fameuse association. » Sur le coup, Yamose rougit de plaisir et se redressa. « En attendant, » poursuivit Imhotep, « veille à ce que tout se passe bien en mon absence. Que ma concubine soit bien traitée, avec le respect et la considération qui lui sont dus. Je te la confie. Il te revient de surveiller la conduite des femmes dans la maison. Que Satipi tienne sa langue et que Sobek fasse la leçon à Kate. Renisambe, elle aussi, devra se montrer aimable envers Nofrette. En outre, je tiens à ce que vous ne tourmentiez pas notre bonne Hénet. Les femmes, je le sais, la trouvent parfois un peu exaspérante.
Elle est ici depuis longtemps et j'estime que cela lui donne le droit de dire ce qu'elle pense, même si ce n'est pas toujours agréable à entendre. Elle n'est ni belle ni très fine, c'est vrai, mais on peut lui faire confiance. Ne l'oubliez pas, car elle m'a toujours été dévouée. Je ne veux ni qu'on la méprise, ni qu'on en dise du mal. Tout sera fait comme tu le demandes, promit Yamose. Mais sache qu'Eneth a parfois la langue bien longue. Peu, sornette. Toutes les femmes ont la langue bien pendue. Eneth pas plus qu'une autre. Maintenant, en ce qui concerne Kameni, il restera ici. Un autre scribe ne sera pas de trop, et il aidera Ori. Quant aux terres que nous avons louées à cette dénommée Yahi, suivit une myriade de détails à prendre en considération. Quand enfin il fut prêt à partir, Imhotep éprouva soudain un sentiment d'inquiétude. Il prit Nofret à part et s'enquit avec 1000 précautions. « Nofret, es-tu bien sûr de vouloir rester ici ? Ne serait-ce pas préférable, qui sait, que tu viennes, après tout, avec moi ?» Nofret secoua la tête et minauda. « Tu ne seras pas longtemps absent. » 3 mois, peut-être 4, qui sait. « Tu vois bien, ce ne sera pas long. Je serai très heureuse ici. » Imhotep céda à son goût de l'emphase. « J'ai enjoint à Yamose, et à travers lui à tous mes fils, de te traiter avec toute la considération qu'ils te doivent. Quiconque me désobéira s'en mordra les doigts. » « Ils feront ainsi que tu en as décidé, j'en suis sûre, Imhotep. » Elle marqua un temps d'hésitation, puis reprit. « Y a-t-il quelqu'un ici en qui je puisse avoir une absolue confiance ? Quelqu'un qui soit tout dévoué à tes intérêts ? Je veux dire, en dehors des membres de la famille. » « Ori, mon bon Ori, c'est mon bras droit, un homme de bon sens et de grand discernement. »« Oui, mais Yamose et lui s'entendent comme les 2 doigts de la main, » fit lentement Nofret, insinuante. « Peut-être que... » « Il y a Kameni, c'est un scribe, lui aussi. Je vais lui ordonner de se mettre à ton service. S'il est quoi que ce soit dont tu aies à te plaindre, tu lui dicteras un message qu'il me transmettra. »« C'est une très bonne idée, » approuva Nofret. « Kameni vient du Nord. Il connaît mon père. Il ne se laissera pas influencer par ta famille. »« Et puis, Eneth » s'exclama Imhotep. « Il y a Eneth. »« Oui, » fit pensivement Nofret. « Il y a Eneth. Si tu lui en parlais maintenant, là, devant moi. » Excellente idée. On envoya chercher Eneth, qui accourut tout en se lamentant, comme à son habitude, sur le départ imminent d'Imhotep. Mais celui-ci l'interrompit sans ménagement. « Oui, oui, ma bonne Eneth, mais c'est comme cela. Je peux rarement espérer trouver un peu de paix et de repos. Je dois sans cesse être par monts et par vaux pour ma famille, et ceux-ci, même s'ils sont bien peu à m'en être reconnaissants. Ce que j'ai à te dire est de la plus haute importance. Je sais combien tu m'aimes et, par conséquent, je veux te charger d'une mission de confiance. Veille sur Nofret que voici. Elle est très chère à mon cœur. »« Quiconque est cher à ton cœur est cher au mien, maître, » déclara Eneth avec ferveur. « Très bien. Tu te dévoueras donc aux intérêts de Nofret. » Eneth se tourna vers Nofret qui l'observait entre ses longs cils. « Tu es très belle, Nofret, » dit-elle. « Trop belle. C'est là l'ennui. C'est la raison qui fait que les autres sont jalouses. Mais moi, je veillerai sur toi. Et je te tiendrai au courant de tout ce que j'entends, de tout ce que je vois. Tu peux compter sur moi. » Les regards des 2 femmes se croisèrent un long moment. « Tu peux compter sur moi, » répéta Eneth. Un petit sourire étira les lèvres de Nofret. Un étrange petit sourire. « J'ai compris, Eneth, » dit-elle. « Je pense en effet pouvoir compter sur toi. » Imhotep s'éclaircit bruyamment la gorge. « Eh bien, j'ai l'impression que tout est réglé. Oui, que tout est pour le mieux. L'organisation, ça a toujours été mon point fort. » Un ricanement aigrelet s'éleva. Imhotep fit volte-face et découvrit sa mère, debout sur le seuil. Elle s'appuyait sur sa canne et lui parut plus desséchée et plus oiseau de mauvais augure que jamais. « Quel fils merveilleux j'ai là !» lança-t-elle.
Je n'ai pas le temps. J'ai encore des instructions à donner à Ori. » Et, marmonnant d'un air important, mais sortant en trombe, Imhotep évita de croiser le regard maternel. D'un signe de tête impératif, Esa congédia Ennet, qui s'empressa d'obéir en disparaissant à son tour. Nofret s'était levé. Esa et elle se regardèrent dans le blanc des yeux. « Mon fils te laisse derrière lui ?» demanda Esa. « Tu ferais mieux de le suivre, Nofret. »« Il souhaite me voir rester ici. » La voix de Nofret était douce et soumise. Esa ricana de plus belle. « Son souhait n'aurait pas pesé lourd si toi, tu avais eu envie de le suivre. Et pourquoi n'en as-tu pas envie ? Je ne te comprends pas. Qu'y a-t-il, ici, qui t'intéresse ? Tu es une fille de la ville ? Tu as sans doute voyagé ? Pourquoi choisis-tu la monotonie de la vie quotidienne ici, au milieu de gens qui, soyons francs, ne t'aiment guère, et qui même te détestent ? Ainsi, vous aussi, vous me détestez ? Esa secoua la tête. Non, pas moi, je suis vieille, et bien que ma vue ait beaucoup baissé, je peux encore voir la beauté et m'en réjouir. Tu es belle, Nofret, et mes yeux fatigués prennent plaisir à te regarder. À cause de ta beauté, je te veux du bien. Alors, laisse-moi te donner un conseil. Accompagne mon fils dans le nord. Il souhaite me voir rester ici, répéta Nofret. Mais cette fois, le ton soumis était nettement teinté d'ironie. En t'incrustant ici, tu poursuis un but, répliqua vertement Esa. Lequel ? Je me le demande. Bah, et puis qu'importe, c'est toi que ça regarde. Seulement, sois prudente. Regarde bien où tu mets les pieds. Et ne fais confiance à personne. Pivotant brusquement sur ses talons, elle se dirigea vers la porte. Nofret, elle, ne bougea pas d'un pouce. Un sourire naquit sur ses lèvres et, lentement, s'épanouit. Un sourire qui avait quelque chose de félin. Chapitre 6. Premier mois de l'hiver, 4e jour. Renisambe avait pris l'habitude de monter presque chaque jour au tombeau. Parfois, elle y retrouvait Yamoz et Ori, parfois seulement Ori, d'autres fois encore, il n'y avait personne. Mais elle y ressentait toujours une curieuse impression de paix et de détente. Presque d'évasion. Sa préférence allait pourtant au moment qu'elle y passait en tête-à-tête avec Ori. Il y avait dans son air grave, dans son absence de curiosité sur ce qui lui valait la visite de la jeune femme, quelque chose qui donnait à Renisambe un étrange sentiment de plaisir. Elle s'accroupissait dans l'ombre du seuil, à l'entrée de la petite pièce taillée dans le roc, un genou entre ses bras croisés, et contemplait l'étendue verte des cultures au milieu desquelles le Nil déployait son scintillant ruban bleu pâle et, plus loin, les tons pastels, fauves, crème et rose qui se fondaient en un doux camailleux. Lorsqu'elle y était venue pour la première fois, il y avait de ça plusieurs mois déjà, c'était comme mue par l'envie soudaine d'échapper au monde féminin dans lequel elle se sentait enfermée. Elle avait besoin de calme et d'amitié, et elle les avait trouvés là. L'envie de s'échapper était toujours en elle, mais ce n'était plus seulement parce qu'elle exécrait le bruit et l'agitation qui régnaient dans les chambres du fond. C'était, pour une raison plus précise et plus diffuse tout à la fois, et surtout plus inquiétante. « J'ai peur », déclara-t-elle un jour tout de go à Ori. « De quoi as-tu peur, Renisambe ?» demanda Ori en étudiant ses traits avec sérieux et gravité. Renisambe réfléchit un instant. « Tu te souviens de m'avoir dit un jour qu'il y avait 2 sortes de mots ?» répondit-elle lentement. « Les uns qui nous viennent de l'extérieur et les autres qui nous rongent en dedans de nous. »« Oui, je t'ai dit ça. » Tu m'as expliqué ensuite que tu parlais des fléaux qui ravagent les fruits et les céréales, mais je n'ai pas tardé à me dire qu'il en allait de même avec les gens. Ori hocha la tête. Alors,
Tu as compris cela. Oui, tu as raison, Renisambe. Or, c'est ce qui se passe en ce moment, éclata la jeune femme. Là, dans la maison. Un mauvais génie s'y est introduit, et il vient de l'extérieur. Et je sais qui l'a amené. C'est Nofrette. Tu le penses vraiment? Demanda doucement Ori. Renisambe hocha la tête avec vigueur. Oh oui, je sais ce que je dis. Écoute, Ori, la première fois que je suis montée jusqu'ici, je t'ai affirmé que tout était comme avant, jusqu'aux disputes de Satipi et Kate qui n'avaient pas changé, qui étaient toujours leurs disputes d'autrefois. Et c'était vrai. Mais ces disputes-là, Ori, n'étaient pas de vraies disputes. Je veux dire par là que Satipi et Kate aimaient se disputer, que c'était pour elles une façon de passer le temps, et qu'aucune des deux ne voulait le moindre mal à l'autre. Tandis que, maintenant, c'est différent. Maintenant, elles ne se contentent plus de se dire des choses désagréables ou déplaisantes. Elles se disent des vérités qui blessent et qui font mal. Et quand elles voient qu'elles ont visé juste, elles jubilent. C'est atroce, Ori, atroce. Hier, Satipi était tellement en colère qu'elle a planté une longue épingle d'or dans le bras de Kate. Et il y a de ça 1 ou 2 jours, Kate a laissé tomber une grande bassine pleine d'huile bouillante sur le pied de Satipi. Et c'est partout pareil. Satipi harcèle Yamose jusque tard dans la nuit. Tout le monde les entend. Du coup, Yamose a l'air malade, fatigué, on dirait un animal blessé. Quant à Sobek, il va au village voir les femmes. Il en revient ivre, en beuglant des injures et en clamant qu'il est le plus intelligent de tous. J'en ai entendu parler, convint calmement Ori. Mais pourquoi en rendre Nofrette responsable? Parce que c'est son œuvre. Tout démarre à partir d'un petit mot qu'elle lâche, d'une petite phrase qui fait mouche. Elle est comme l'aiguillon avec lequel on pique les bœufs. Et elle est maligne, tu sais. Elle a l'art de dire exactement ce qui fera monter la tension. J'en viens même à me demander parfois si ce n'est pas Ennett qui lui souffle ses répliques. Oui, opina Ori, pensif. Ce n'est pas impossible. Renisambe frissonna. Je n'aime pas Ennett. Je déteste la voir fureter partout. Elle nous est en principe entièrement dévouée à tous, mais personne n'en veut, de son dévouement. Comment ma mère a-t-elle bien pu l'amener ici et s'enticher d'elle à ce point? Nous ne possédons là-dessus que la version d'Ennett, fit observer Ori. Et pourquoi Ennett s'est-elle entichée de Nofrette au point de la suivre partout et de passer son temps à lui chuchoter des choses à l'oreille? Oh, Ori, je te dis que j'ai peur. Je déteste Nofrette. Je voudrais qu'elle s'en aille. Elle est belle, elle est cruelle, elle est mauvaise. Quel enfant tu fais, Renisambe. Tiens, ajouta-t-il, sans autrement s'émouvoir, la voilà justement qui monte vers nous. Renisambe tourna la tête. Ils la regardèrent tous deux escalader lentement le raidillon qui suivait le flanc de la falaise. Elle se souriait à elle-même et fredonnait entre ses dents. Lorsqu'elle les eut rejoints, elle regarda autour d'elle et sourit encore, d'un sourire narquois cette fois. « C'est donc pour venir ici que tu disparais tous les jours, Renisambe ?» Renisambe ne répondit pas. Elle était furieuse. Furieuse et vexée, comme une gamine dont la cachette vient d'être découverte. Nofrette jeta un nouveau regard circulaire. « Et voilà le fameux tombeau ?» « Comme tu dis, Nofrette, » acquiesça Ori. Elle le dévisagea avec un petit sourire félin. « Je ne doute pas que tu le trouves rentable, Ori. Tu t'y entends en affaires, m'a-t-on dit. » Il y avait un soupçon de malice dans sa voix, mais Ori resta de marbre et rien ne vint altérer son sourire grave et sérieux. « Il est rentable pour nous tous. La mort est toujours source de profit. » Nofrette ne put réprimer un petit frisson, tandis que son regard glissait des tables d'offrande à l'entrée du sanctuaire avec sa stèle fausse porte, seul lien avec le royaume des morts. « Eh bien, moi, je hais la mort,
s'étrangla-t-elle presque. Tu as tort, rétorqua Ori d'un ton toujours aussi calme. La mort est la principale source de richesse de l'Égypte. C'est à la mort que tu dois les bijoux que tu portes, Nofret. La mort te nourrit, elle t'habille. Elle le foudroya du regard. Que veux-tu dire? Qu'Imhotep est prêtre du Ka, prêtre de la mort. Ses terres, ses troupeaux, ses bois, ses champs de lin, ses céréales, il les a reçus pour prix de l'entretien du tombeau. Il se tut un instant, puis reprit, songeur. Nous sommes un peuple étrange, nous autres Égyptiens. Nous adorons la vie, et pourtant, nous pensons sans cesse à la mort. C'est à elle que vont les richesses de l'Égypte. Dans les pyramides, dans les tombes et l'entretien des tombes. Nofret réagit avec violence. « Veux-tu bien, je te prie, arrêter de parler de la mort, Ori? J'ai horreur de ça. » Parce que tu es une vraie Égyptienne, parce que tu aimes la vie, parce que, parfois, tu sens l'ombre de la mort toute proche. « Arrête !» Elle faillit se jeter sur lui, puis, haussant les épaules, elle se détourna et reprit le sentier pour descendre. Renisambe poussa un soupir de satisfaction. « Je suis bien contente qu'elle soit partie, fit-elle, puérile. Tu lui as fait peur, Ori. »« C'est vrai. Mais toi, Renisambe, est-ce que je t'ai fait peur, à toi aussi ?»« Non, fit-elle d'une voix point trop assurée. Tout ce que tu as dit est vrai, mais je n'y avais jamais pensé comme cela. Mon père est un prêtre de la mort. »« L'Égypte tout entière est obsédée par la mort, reprit Ori avec une soudaine amertume. Et tu sais pourquoi, Renisambe? Parce que nous ne voyons qu'avec les yeux de notre corps, jamais avec ceux de notre âme. Nous ne pouvons concevoir une vie autre que celle-ci, une vie après la mort. Tout ce dont nous sommes capables, c'est de nous représenter une sorte de prolongement de celle que nous connaissons. Nous ne croyons pas vraiment en un Dieu. Au comble de la stupéfaction, Renisambe écarquilla les yeux. « Comment peux-tu dire cela, Ori? Nous avons au contraire beaucoup de dieux. Nous en avons même tellement que je ne les connais pas tous. Hier soir, justement, nous faisions la liste de nos dieux préférés. Sobek s'est voué à Sekhmet, la déesse lionne qui a assouvi sa colère dans le sang, tandis que Kate ne s'adresse qu'à Meskenet, la déesse de la naissance. Comme de bien entendu, Khameni ne jure que par Thoth, le dieu des scribes et de la sagesse. Satipi est pour Horus, à tête de faucon, et aussi pour Mérésir, notre dieu à tous. Yamos prétend que Ptah doit être vénéré parce qu'il est à l'origine de toutes choses. Moi-même, j'adore Isis, la déesse amante, épouse et mère. Et Ennet est entichée de notre dieu local, Amon. Elle raconte qu'une prophétie court parmi les prêtres, selon laquelle Amon sera un jour le plus grand dieu de toute l'Égypte. Alors elle profite de ce qu'il n'est encore qu'un petit dieu pour lui apporter ses offrandes. Et il y a Ré, le dieu du soleil, et Osiris, qui préside au pesage de l'âme des morts. Elle s'interrompit, hors d'haleine. Ori eut un sourire amusé. « Et selon toi, Renisambe, quelle est la différence entre un dieu et un homme ?» Elle le regarda, prise de court. « Eh bien, les dieux ils sont magiques. »« C'est tout ?»« Je ne comprends pas ta question. »« Je veux dire que, pour toi, un dieu est seulement un homme ou une femme qui peut faire ce que les hommes et les femmes ordinaires ne peuvent pas faire. »« Tes paroles sont bien étranges. Je ne te comprends pas. » Elle lui lança un regard perdu. Puis, comme elle baissait les yeux sur la vallée, quelque chose attira son attention. « Regarde !» cria-t-elle. « Nofret parle avec Sobek. Elle rit et... Oh !» s'exclama-t-elle. « Non, ce n'est rien. J'ai cru qu'il allait la gifler. » Elle retourne vers la maison, maintenant. Et lui, il monte ici. Sobek, en effet, les rejoignit bientôt, sombre comme un nuage d'orage. « Qu'un crocodile la dévore !» s'écria-t-il. « Mon père s'est conduit de façon encore plus stupide que d'habitude quand il l'a prise pour concubine. »
Qu'est-ce qu'elle t'a dit? S'enquit bizarrement Ori. Elle m'a insulté, comme d'habitude. Elle m'a demandé si mon père m'avait chargé de vendre une nouvelle coupe de bois. Une vraie langue de vipère. J'aimerais la tuer. Il marcha jusqu'à l'extrême bord du terre-plein qui s'étendait devant la tombe, ramassa un fragment de roche et le lança dans la vallée. Le bruit qu'il fit en rebondissant tout au long de la pente sembla le soulager. Il en souleva un plus gros, mais fit aussitôt un bond en arrière tandis qu'un serpent, lové dessous, déroulait ses anneaux. Le reptile se dressa de toute sa hauteur, rejeta la tête en arrière en sifflant, et Renisambe vit qu'il s'agissait d'un cobra. Sobek saisit alors un gourdin et attaqua le cobra de front. Un coup bien ajusté lui brisa les vertèbres, mais Sobek continua à frapper, la tête rejetée en arrière, les yeux étincelants, ânant et vociférant un chapelet de mots que Renisambe n'entendait qu'à moitié et qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Elle se mit à hurler. « Arrête, Sobek, arrête! Tu vois bien qu'il est mort !» Sobek se calma et lança au loin le gourdin en riant. « Un serpent venimeux de moins sur cette terre !» Sa bonne humeur revenue, il continua à rire et entreprit de redescendre le sentier. « Je crois que Sobek aime me tuer, » murmura Renisambe à voix basse. « Oui. » C'était un acquiescement sans surprise aucune. Ori se contentait de confirmer un fait dont il était depuis longtemps parfaitement conscient. Renisambe ne put s'empêcher de le dévisager, sourcils levés. « Les serpents sont dangereux, » articula-t-elle avec lenteur. « Mais ce cobra était tellement beau. » Elle contempla à ses pieds le cadavre du reptile broyé, tordu. Et sans qu'elle sût pourquoi, son cœur se mit à battre plus vite. Je me souviens qu'un jour, que nous étions encore enfants, se mit à raconter rêveusement Ori. Sobek s'est battu avec Yamoz. Yamoz était son aîné d'1 an, mais Sobek était plus grand et plus fort. Il lui cognait la tête contre le sol. Votre mère est accourue et les a séparés. Je la vois encore penchée sur Yamoz et criant « Il ne faut pas faire des choses pareilles, Sobek. C'est dangereux. C'est dangereux, je te dis. » Il se mordit les lèvres et reprit. Elle était très belle, du moins à mes yeux d'enfant. Tu lui ressembles, Renisambe. Vraiment? Demanda Renisambe, à qui le compliment fit chaud au cœur. Puis elle s'enquit. Yamoz était sérieusement blessé? Non, pas autant qu'il y paraissait. Le lendemain, Sobek a été très malade. Peut-être avait-il mangé quelque chose qui ne lui avait pas réussi. Mais ta mère a affirmé que c'était parce qu'il s'était mis dans une rage folle et qu'il était resté trop longtemps au soleil. On était en plein été. Sobek a un caractère d'une violence effroyable, murmura encore Renisambe, abîmée dans ses pensées. Elle regarda de nouveau le cadavre du cobra et se détourna avec un frisson. Quand Renisambe regagna la maison, Kameni était assis sous le portique, un papyrus déroulé sur les genoux. Il chantait et elle s'arrêta un instant pour l'écouter. « J'irai à Memphis, » chantait Kameni. « J'irai voir Ptah, dieu de la vérité. Et je dirai à Ptah, accorde-moi ma sœur cette nuit. L'eau du fleuve est de vin, Ptah son lit de roseaux. Sekhmet sa fleur de lotus. Et Harit son bourgeon. Néfertum sa fleur. Je dirai à Ptah, accorde-moi ma sœur cette nuit. L'aurore s'incline devant sa beauté. Memphis est une coupe emplie de fruits d'amour, offerte devant son beau visage. Il leva les yeux et sourit à Renisambe. « Tu aimes ma chanson, Renisambe ?»« Qu'est-ce que c'est ?»« Une chanson d'amour qu'on chante à Memphis. » L'enveloppant toujours de son regard, il se remit à chanter d'une voix douce. Ses bras sont chargés de rameaux fleuris, sa chevelure est lourde d'onguents parfumés. On dirait la princesse du seigneur des 2 terres. Renisambe sentit le rouge lui monter aux joues. Elle s'engouffra dans la maison où elle faillit se heurter à Nofrette. « Tu m'as l'air bien pressé, tout d'un coup, Renisambe. » Le ton de Nofrette avait grimpé dans l'aigu.
Renisambe la regarda, un peu surprise. Nofrette ne souriait pas. Son visage était fermé, ses traits tendus, et Renisambe remarqua qu'elle tenait ses 2 poings serrés le long du corps. « Excuse-moi, Nofrette, je ne t'avais pas vue. Il fait très sombre, ici, quand on arrive du dehors. »« Oui, il fait très sombre, ici. » Nofrette laissa planer un lourd silence, puis « On est mieux dehors, n'est-ce pas, sous le portique, à écouter chanter Kameni. Il chante bien, tu ne trouves pas ? Oui, il chante sûrement très bien. Et pourtant, tu n'es pas resté à l'écouter ? Le pauvre doit être déçu. » Renisambe se sentit à nouveau rougir. Le regard glacial et le ton caustique de Nofrette la mettaient mal à l'aise. « Tu n'aimes pas les chansons d'amour, Renisambe ? » « Qu'est-ce que ça peut te faire, Nofrette, de savoir ce que j'aime ou ce que je n'aime pas ? Tiens donc, même les chattes-mythes ont des griffes. Qu'est-ce que tu veux dire ? » Nofrette partit d'un rire mauvais. « Tu dois être moins niaise que tu n'en as l'air, Renisambe. Alors, comme ça, tu trouves Kameni beau garçon ? Eh bien, voilà qui ne va sûrement pas lui déplaire. »« Je te trouve carrément odieuse, Nofrette, » jeta Renisambe hors d'elle. Et, bousculant la concubine, elle se précipita vers les chambres du fond. Le rire moqueur de la fille lui vrillait encore les tympans. Mais, derrière ce rire, et comme en écho, elle continuait d'entendre la voix de Kameni et la chanson qu'il lui avait chantée en la couvant du regard. Cette nuit-là, Renisambe fit un rêve. Elle était avec Kay. Ils voguaient tous 2 sur le bateau de la mort, dans les terres souterraines. Kay se tenait à l'avant, debout sur l'étrave, et elle ne le voyait que de dos. Puis, comme l'aube se levait, Kay tourna la tête, et Renisambe vit que ce n'était pas Kay, mais Kameni. Au même moment, la figure de proue du bateau, une tête de serpent, commença à osciller. C'était un cobra, et Renisambe pensa « C'est le serpent qui sort des tombes pour dévorer l'âme des morts. » Elle était paralysée de terreur. Et soudain, elle se rendit compte que le serpent avait le visage de Nofrette, et elle se réveilla en hurlant « Nofrette ! Nofrette !» Elle n'avait pas vraiment crié. Ce n'était qu'un rêve. Elle demeura étendue, le cœur battant, à se répéter que rien de tout cela n'avait de réalité. Et puis, soudain, elle s'en avisa avec horreur. C'était ça que hurlait Sobek en s'acharnant hier sur le cadavre du serpent. Il hurlait « Nofrette !» Chapitre 7. Premier mois de l'hiver, 5e jour. Le rêve de Renisambe l'avait réveillée. Elle ne fit que somnoler ensuite par intermittence et, au petit matin, renonça définitivement à se rendormir. Elle était obsédée par le sentiment flou qu'un génie malfaisant la menaçait. Elle se leva de bonne heure et sortit. Comme souvent, ses pas la conduisirent vers le Nil. Des pêcheurs s'activaient déjà et un gros bateau remontait le fleuve vers Thèbes à grands coups de rame. Des felouks glissaient, voiles sporadiquement gonflés par le vent léger. Une sorte d'angoisse tourmentait Renisambe au fond de son cœur, comme un désir inassouvi qu'elle ne parvenait pas à nommer. « Je sens, se disait-elle. Seulement, voilà, elle n'arrivait pas à dire ce qu'elle ressentait réellement. Ou plutôt, elle ne connaissait pas les mots capables d'exprimer cette sensation. Elle se disait encore « Je voudrais. Mais qu'est-ce que je voudrais ?» Était-ce Kay qu'elle voulait ? Kay était mort et ne reviendrait pas. « Je ne dois plus penser à Kay. » se morigéna-t-elle. « Ça m'avance à quoi ? C'est fini, tout ça. » Soudain, elle remarqua une silhouette au bord du fleuve. Quelqu'un contemplait le bateau en route pour Thèbes, et quelque chose, dans cette silhouette, la frappa. Une émotion intense transparaissait dans son immobilité. Elle reconnut Nofrette. Nofrette, les yeux rivés sur le Nil. Nofrette, seule. Nofrette, qui pensait à quoi ?
Renisambe éprouva un choc en découvrant soudain qu'aucun d'eux ne savait rien de Nofrette. Il l'avait accueillie comme une ennemie, ou, à tout le moins, comme une étrangère, sans manifester intérêt ni curiosité pour sa vie ou pour l'endroit d'où elle venait. Ce doit être dur pour elle, pensa Renisambe, de se retrouver ici, seule, sans amis, entourée de gens qui la détestent. Elle s'approcha lentement de la jeune femme. Celle-ci tourna la tête un instant, puis reporta son regard sur le Nil, le visage totalement inexpressif. « Il y a beaucoup de bateaux sur le fleuve ?» risqua timidement Renisambe. « Oui. »« Là d'où tu viens, ça ressemble à ici ou pas du tout ?» reprit Renisambe, poussé par un obscur désir de lui manifester de l'amitié. Nofrette émit un rire bref, un peu amer. « Pas du tout. Mon père est commerçant à Memphis. C'est gai, Memphis. On s'y amuse. Il y a de la musique, on chante, on danse. Mon père voyage beaucoup. Je l'ai accompagné en Phénicie. À Byblos, par-delà le nez de la gazelle. J'ai voyagé avec lui à bord d'un grand vaisseau, sur les mers immenses. » Son ton s'était animé, plein de fierté. Renisambe l'écoutait, immobile. Son esprit fonctionnait avec lenteur, mais elle sentait croître son intérêt et sa compréhension pour Nofrette. « Tu dois trouver cet endroit très ennuyeux ?» murmura-t-elle. Nofrette eut un rire agacé. « C'est mort, ici. Mort. Il n'est question que de labourage et de semailles, de moissons et de pâturage. Quand les gens se parlent, ce n'est que de récolte. Quand on se brouille, c'est à propos du prix du lin. » Toujours aux prises avec des idées inhabituelles pour elle, Renisambe n'en continuait pas moins à observer Nofrette. Et, brusquement, Renisambe ressentit le choc presque physique, une grande vague de colère, de tristesse, de désespoir même, sembla émaner de la jeune femme plantée devant elle. « Elle est aussi jeune que moi, » pensa Renisambe, « plus jeune même. Et elle est la concubine de ce vieil homme qui, oh certes, n'est pas bien méchant, mais qui est tellement tatillon, de ce vieillard somme toute un peu ridicule, mon père. » Que savait-elle de Nofrette ? Rien du tout. Qu'avait dit Ori hier, quand elle s'était écriée « Elle est belle, elle est cruelle, elle est mauvaise. »« Quel enfant tu fais ?» avait-il répondu. Elle comprenait enfin ce qu'il avait voulu dire. Les mots qu'elle avait prononcés n'avaient aucun sens. On ne rejette pas aussi catégoriquement un être humain. Quelle tristesse, quelle amertume, quel désespoir se cachait derrière le sourire cruel de Nofrette. Qu'avait-elle fait, elle, Renisambe ? Qu'avaient-ils fait tous pour accueillir Nofrette parmi eux ? « Tu nous hais tous ?» balbutia Renisambe de sa plus petite voix. « Tu nous hais tous, et je comprends pourquoi. Nous n'avons pas été gentils avec toi. Mais maintenant, il n'est pas trop tard. Ne pourrions-nous pas, toi et moi, être comme deux sœurs, Nofrette ? Tu es loin de tout ce que tu connais, tu es seule. Est-ce que je ne peux pas t'aider ?» Ces mots se perdirent en un murmure. Nofrette se retourna lentement et lui fit face. Pendant 1 minute ou 2, le visage de la concubine resta encore vide de toute expression. Puis, Renisambe crut deviner un éclair de douceur au fond de ses yeux. Dans le calme de ce matin, dans cette atmosphère lumineuse et paisible, ce fut comme si Nofrette hésitait, comme si les paroles de Renisambe étaient venues frapper au cœur de son incertitude. Ce fut un moment étrange, un moment dont Renisambe devait se souvenir plus tard. Puis, progressivement, l'expression de Nofrette se transforma. Son visage se durcit, la haine apparut dans ses yeux. Devant tant de hargne, Renisambe recula d'un pas. « Va-t'en !» cracha enfin Nofrette d'une voix basse, pleine de morgue. « Je ne veux rien, d'aucun d'entre vous. Et une bande d'imbéciles, c'est tout ce que vous êtes. » Ayant dit, elle laissa planer un silence. Puis, pivotant sur ses talons, elle reprit à grands pas le chemin de la maison.
Renisambe la suivit à distance. Curieusement, les paroles de Nofrette n'avaient éveillé en elle aucune colère. Elles lui avaient seulement laissé entrevoir un abîme sans fond de haine et de rancœur, disposition d'esprit qu'elle n'avait encore jamais connue chez quiconque. Et elle sentit monter en elle, dans la confusion de ses pensées, le sentiment que haïr à ce point devait être insupportable à vivre. Tandis que Nofrette franchissait le portail de la maison et traversait la cour intérieure, un des enfants de Kate apparut courant derrière son ballon. Nofrette l'écarta d'une bourrade si violente que la fillette roula sur le sol. Elle poussa un cri et Renisambe se précipita pour la relever. « Tu n'aurais pas dû faire ça, Nofrette !» s'exclama-t-elle avec indignation. « Regarde, tu lui as fait mal. Elle s'est écorché le menton. » Nofrette éclata d'un rire strident. « Parce que je devrais, en plus, prendre garde à ne pas faire de mal à ces petits morveux ? En quel honneur ? Leurs mères sont donc tellement attentives à ce que je ressens, moi ?» Entendant sa fille pleurer, Kate était sortie de la maison en courant. Elle se rua sur l'enfant, examina le visage écorché et se tourna vers Nofrette. « Espèce de démon, de serpent, génie malfaisant, tu vas voir ce qui te pend au nez !» Sur quoi, elle gifla Nofrette de toutes ses forces. Renisambe poussa un cri et lui saisit le bras pour l'empêcher de répéter son geste. « Kate, Kate, ne fais pas ça ! Qui pourrait bien m'en empêcher ? Laisse donc Nofrette se défendre si ça lui chante. Ce n'est qu'une femme comme les autres, ici. » Nofrette n'avait pas bougé. La marque de la main de Kate était visible, bien rouge, sur sa joue. Une goutte de sang lui perlait à la pommette, là où le bracelet que Kate portait au poignet l'avait coupé. Mais ce fut surtout son expression qui frappa Renisambe et qui l'effraya. Il n'exprimait aucune colère. Au contraire, une étrange lueur de triomphe brillait dans son regard, et sa bouche, une fois de plus, s'étira en un sourire de félin satisfait. « Merci, Kate, » lança-t-elle, et elle entra dans la maison. Un peu haletante, les paupières baissées, Nofrette appela Énette. Celle-ci arriva en courant, s'arrêta et poussa une exclamation. Nofrette coupa court au chapelet d'exclamations qui s'annonçait. « Trouve-moi Kameni. Dis-lui de venir avec son encre, son calame et un papyrus. Il faut dépêcher un message au maître. » Le regard d'Énette demeurait fixé sur la joue de Nofrette. « Au maître ? Je vois. » Puis elle s'enquit. « Qui t'a fait ça ?» Nofrette eut un long sourire de réminiscence. « Kate !» Énette secoua la tête et fit claquer sa langue avec contrariété. « C'est très mal, ça, très mal. Il semble évident que le maître doive en être informé. » Elle jeta un regard oblique à Nofrette. « Oui, Imhotep doit savoir ça. » « Toi et moi, Énette, voyons les choses de la même façon, » reprit Nofrette doucereuse. « J'ai tout de suite pensé que c'était la seule chose à faire. » Elle détacha de sa robe de lin un bijou d'améthyste serti d'or et le glissa dans la main d'Énette. « Toi et moi, Énette, sommes les seuls à ne songer qu'au bien d'Imhotep. »« Oh, c'est trop beau pour moi, Nofrette, tu es trop généreuse. Un bijou si finement ouvragé. Imhotep et moi savons apprécier la fidélité. » Nofrette souriait toujours, et ses longues paupières mi-closes lui donnaient le regard d'un félin. « Trouve-moi Kameni, » répéta-t-elle, « et reviens avec lui. Vous serez tous deux les témoins de ce qui s'est passé. » Kameni arriva à son corps défendant, sourcils froncés. Le ton de Nofrette se fit impérieux. « Tu te souviens des instructions que t'a laissées Imhotep avant de partir ?»« Oui, » acquiesça Kameni. « Le moment est venu de les mettre en pratique. Assieds-toi, trempe ton calame dans l'encre et écris sous ma dictée. » Puis, comme Kameni hésitait encore, elle s'impatienta. « Ce que tu vas écrire,
C'est ce que tu as vu de tes propres yeux et entendu de tes propres oreilles. Et Eneth confirmera tout ce que je dis. Cette lettre doit être envoyée avec toute la discrétion et la célérité requises. Je n'aime pas, protesta faiblement Kameni. Nofrette le foudroya du regard. Je n'ai pas à me plaindre de Renisambe. Renisambe est une brave fille, un peu gourde, un peu mollassonne, et ce n'est pas elle qui s'est frottée à moi. Te voilà rassuré ? Le visage bronzé de Kameni se colora davantage. Ce n'est pas à ça que je pensais. J'aurais pourtant cru, susurra Nofrette. Enfin, bref, allons-y. Obéis à tes instructions et écris. Oui, écris, renchérit Eneth. Je suis tellement consternée par tout ça, tellement consternée. Il est inenvisageable qu'Imhotep n'en soit pas informé. Il n'est que trop vrai qu'il faut qu'il le soit. Si déplaisante que soit la tâche, on n'en doit pas moins accomplir son devoir. C'est ce que j'ai toujours professé. Nofrette ricana. Je te crois volontiers, Eneth. Tu te sens obligé de faire ton devoir ? Eh bien, tu vas le faire. Quant à Kameni, content ou pas, il va bien falloir qu'il remplisse la tâche pour laquelle il est payé. Et en ce qui me concerne, je vais m'offrir un petit plaisir. Mais Kameni, renfrogné, presque en colère, hésitait toujours. Je n'aime pas ça, Nofrette. Tu ferais mieux de prendre le temps de réfléchir. Toi ? Tu me dis ça à moi ? Kameni devint écarlate. Ses yeux fuyaient ceux de Nofrette, mais son expression demeurait butée. Prends garde, Kameni, reprit Nofrette, suave. J'ai beaucoup d'influence sur Imhotep. Quand je lui dis quelque chose, il en tient compte. Jusqu'à présent, il s'est montré plutôt content de toi. Elle laissa planer un silence éloquent. Se pourrait-il que toi, tu me menaces, Nofrette ? S'insurgea Kameni. Va savoir. Il la regarda un moment d'un air furibond, puis il courba l'échine. Je ferai ce que tu me diras de faire, Nofrette. Mais je crains, oui, je crains vraiment que tu le regrettes un jour. Se pourrait-il que toi, tu me menaces, Kameni ? Non, je me contente de te mettre en garde, sans plus.